8h48, studiocalita.com. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur studiocalita.com, sur notre site internet et puis bien entendu sur la chaîne YouTube de Studio Calita. Et bien entendu aussi tout au long de la journée sur les réseaux sociaux. Le vendredi, en fin de cette heure d'actualité, eh bien, nous parlons d'une autre actualité, l'actualité de la Parashat Hashavua, puisque nous avons en ligne avec nous ce matin le Rav Eli Kling pour nous parler de la Parashat Re'eh. Boker Tov, bonjour Eli Kling. Boker Tov, Boker Tov. Alors, on rappelle quand même que vous êtes le directeur du Chemdat Hadarom, une institution pour jeunes filles On va ouvrir la 23e promo en octobre. Très bien. Ça fait quand même une tranche de vie déjà. 23 ans. 23 ans, c'est beaucoup, oui, en effet. C'est pas mal, on va parler de la Parashat Hashavua. Alors, quel est le fil conducteur de cette Parashat Re'eh, on rappelle? Ouais. Bon, depuis qu'on a commencé le livre de Devarim, c'est donc il se passe pas grand-chose, pour dire la vérité, il se passe plus grand-chose. Ouais. C'est Moshe qui fait son grand discours d'adieu, puisque à la fin du livre, à la fin du discours, il va mourir lui aussi. Et donc, voilà, c'est un peu une sorte de récapitulation de ce qui s'est passé. Et puis surtout, depuis déjà au moins une paracha et demie, en prévision de ce qui va arriver, c'est-à-dire les craintes de Moshe, les Hébreux sont à l'entrée d'Eretz Israël, il y a un certain nombre de choses qu'il faut rappeler, puis un certain nombre de choses qu'il faut commencer déjà à mettre en place pour ce qui va pas tarder à suivre. Et notamment, si vous parlez d'un fil conducteur, il me semble que le fil conducteur c'est Yerushalayim. C'est-à-dire que, il me semble, j'ai pas complètement vérifié, mais il me semble que 16 fois, on parle dans la paracha, qui est quand même une paracha moyenne, au niveau quantité des versets, mais 16 fois, on parle de cet endroit où Dieu va résider. On parle de Jérusalem, on marque, la ville de Yerushalayim est citée explicitement dans la paracha? Non, justement, c'est un grand problème, c'est-à-dire on parle de l'endroit, mais on ne dit pas de quel endroit il s'agit. D'ailleurs, le mot Jérusalem n'apparaît pas dans la Torah en général, il apparaît des centaines de fois ensuite dans le Tanakh, mais dans la Torah elle-même, il y a des allusions, etc. Mais Yerushalayim, le mot Yerushalayim avec toutes ces lettres n'apparaît pas, et pas plus dans notre paracha que dans les autres. Et alors, c'est quand même intéressant, puisque il s'agit d'un endroit que tout le monde connaît, puisque d'après nos sages, et puis pas seulement, il semblerait que c'est un endroit où il s'est déjà passé des trucs, d'abord le sacrifice d'Yitzhak, bien sûr, mais puis avant déjà, ça serait l'endroit où Noach aurait fait son korban, ça serait l'endroit où Caïn et puis Hevel auraient apporté leur korbanot respectifs. Donc c'est un endroit qui est déjà marqué, qui est déjà connu. Comment se fait-il que le nom ne soit pas comme si on jouait à cache-cache un petit peu avec comme si tout le monde le connaissait et qu'il fallait pas le nommer en fait? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mm-hmm. Alors il y a deux raisons que j'aime bien. Il y a sûrement beaucoup plus de raisons que ça, mais il y en a deux que j'aime particulièrement. La première, c'est que il fallait laisser le flou sur Yerushalayim, et nos pères en parlaient vraiment parce qu'on avait besoin quand même d'une certaine période où les gens renforçaient leur lien avec la région dans laquelle ils habitaient. Vous savez que on était divisé en plusieurs tribus, et donc chaque tribu avait son territoire. Si on avait tout de suite parlé de Jérusalem, si on était arrivé directement à Jérusalem à l'époque de Josué, et puis que ça aurait été devenu la capitale tout de suite, on aurait construit le temple, etc., il y avait un risque que le lien entre chaque Hébreu et le territoire sur lequel il réside soit moins fort. D'accord. Et le fait de passer quelques années comme ça à une sorte de, on va appeler ça un patriotisme local, vous voyez, ça fait en sorte qu'il y avait déjà cet attachement-là, et ensuite il n'y a pas eu cette immigration massive des Juifs vers Jérusalem une fois que Jérusalem est devenue Jérusalem, quoi. Ça, c'est une première chose. Oui. Et puis une deuxième chose qui est peut-être plus profonde encore, c'est le fait de vouloir créer cette passion vers Jérusalem, ce besoin de la rechercher avant de la trouver, et qui crée donc comme une jeune fille qu'on devrait retrouver avant de se marier, celle qui nous a de tout temps été destinée mais qu'on connaît pas, dont le nom nous échappe, et on passe donc pas mal de temps à essayer de la retrouver. Puis une fois qu'on la retrouve, alors là évidemment les retrouvailles sont beaucoup plus émouvantes. Alors ça c'est sur Jérusalem. Ouais, et puis c'est un petit peu ce qui nous est arrivé aussi dans l'histoire récente d'Israël, c'est-à-dire que on a quand même passé quelques années sans la Jérusalem ancienne, authentique, historique, et on a mis 19 ans à la retrouver, et donc les retrouvailles ont été beaucoup plus émouvantes.
Et puis ça nous a permis pendant les 19 premières années de créer le pays lui-même en dehors de Jérusalem, sans que Jérusalem ne le mette à l'ombre, si vous voulez. Donc on a un peu reproduit un peu le même schéma. Ouais. Et bien justement, à propos de reproduction de schéma, je ne sais pas si on a encore un petit peu quelques minutes. On a quelques minutes, oui. On a encore quelques minutes. Alors justement, à propos de reproduction de schéma, il y a un autre truc qui est intéressant dans la paracha. Il y a un verset qui nous dit qui atem ovrim et yarden avol hareshet et haaretz asher Hashem Elokechem notenachem virashtem ota vishavtem ba. Virashtem ota vishavtem ba. Il y a une double mitzvah concernant la terre d'Israël. Il y a une mitzvah qui s'appelle Yerusha, c'est-à-dire en prendre possession. Ouais. Et puis une autre mitzvah qui s'appelle vishavtem ba, c'est-à-dire s'y installer. Et la vérité, c'est que les différents commentateurs, y compris ceux dont la fonction a été de répertorier tous les 613 mitzvot, eh bien font la différence entre la Yerusha et la Yeshiva. La Yerusha, c'est la conquête d'Israël, c'est la prise de la souveraineté juive en Eretz Israël. Oui. Et la Yeshiva, eh bien la Yeshiva, c'est le fait de construire le pays, de s'y installer, de construire des villes, de construire des maisons, de cultiver la terre, etc. Et la grande question est de savoir laquelle des deux est la plus importante, ou en tout cas laquelle des deux précède l'autre, à la fois au niveau historique, puis à la fois également au niveau de l'importance. Et les avis sont un petit peu partagés là-dessus. Lorsque Nachmanide, par exemple, dit qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël, il parle de la yeshiva, et que c'est une mitzvah, d'après lui, qui est là pendant toutes les générations. Même lorsque le juif est en exil, il doit essayer de tout faire pour pouvoir s'installer en Israël, construire sa petite maison là-bas, etc. Et puis il y a le côté souveraineté, qu'on n'a pas le droit de laisser la souveraineté en Eretz Israël à quelqu'un d'autre, et là c'est plutôt le côté Yerusha. Et bien figurez-vous qu'il y a deux midrashim qui s'opposent un petit peu. Il y a un midrash dans le Sifri qui dit Virishtem ota vishavtem ba bisrut shetirash teishev, c'est-à-dire c'est parce que tu installeras ta souveraineté politique que tu pourras ensuite t'y installer. Et puis il y a un autre verset qui dit exactement le contraire. C'est pas un verset en fait, c'est une page talmudique qui dit dans Kiddushin là-bas, Virashtem ota vishavtem ba metirashua biyeshiva. Comment elle va pouvoir s'exprimer, ou si vous voulez, comment on va pouvoir ensuite aboutir la Yerusha, c'est-à-dire la prise de pouvoir politique, Yeshiva, quand on commence par la Yeshiva, c'est par s'y installer. Donc après ça, tout est clair pour nous. Non, c'est rien qui est clair, il y a une grande discussion pour savoir qu'est-ce qui prédomine. Et la vérité, c'est très intéressant, et je terminerai peut-être là-dessus, dans l'histoire contemporaine d'Israël, il y a aussi eu cette grande discussion historique entre deux courants. D'abord, c'était entre Herzl, le sioniste politique d'un côté, qui disait l'essentiel, c'est d'abord de s'installer au niveau étatique, et puis après, on pourra s'occuper de l'Aliyah et de la construction du pays. Puis il y avait ce qu'on avait appelé à l'époque le sionisme politique, des gens qui disaient, le sionisme pratique, des gens qui disaient, on n'y arrivera jamais comme ça, il faut d'abord encore un petit terrain, encore une petite maison, encore un petit juif qui fait son Aliyah, puis après on y arrivera. Et puis après l'époque d'Herzl, il y avait la grande discussion qui est la même finalement entre le révisionnisme de Jabotinsky et les Mapaïnikim, qui étaient opposés. Les Mapaïnikim pensaient qu'il fallait très pratique, comme on disait en hébreu, od ez ve od dunam, encore une chèvre et encore 1 kilomètre carré. Ouais. Alors que les révisionnistes disaient non, ça ira pas comme ça mettra des années, des siècles. Il faut d'abord qu'on se batte, même s'il faut pour ça mettre une armée, même s'il faut pour ça y aller par la force, mais il faut d'abord se battre, arriver à avoir le pays au niveau politique, et après seulement on peut s'y... Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement ces deux approches, comme souvent, l'histoire pratique, l'histoire réelle a montré qu'elle n'était pas si contradictoire que ça, et que finalement il y avait une combinaison des deux. C'est formidable quand même comment les choses s'organisent, parce que vous vous souvenez, les premières aliyot, Aliyah Rishona, Shnia, etc., c'était la Hitiyashvut. C'est pas qu'on n'a pas essayé d'avoir le pays, mais enfin on n'y est pas vraiment arrivé, Herzl lui-même, et puis ensuite. Mais on s'est quand même installé au fur et à mesure. Et puis tout d'un coup, on a quand même été obligé d'arriver à Virashtem et Haaretz, c'est-à-dire de prendre les armes et puis d'imposer une souveraineté qui nous avait été proposée, mais qu'on refusait quand même de nous donner réellement sans que on s'y attaque. Et donc, c'est seulement après qu'on a pu passer à deuxième vitesse au niveau de la Hitiyashvut, parce qu'évidemment, une fois que le pays est entre les mains des Juifs, alors évidemment, l'Aliyah est permise, elle est recommandée, encouragée, et ensuite la construction du pays le développement est beaucoup plus rapide. Donc, il y a eu une sorte de mélange des deux, et une réconciliation entre les deux tendances qui se trouvent déjà dans les Midrashim et dans le Talmud. Voilà, tout est écrit déjà. Se retrouver après, c'est quand même intéressant ce qui se passe dans les parashim. Et dernière question, on va terminer sur Midrashet Hadarom. Les effectifs, c'est complet, ou est-ce que si quelqu'un... il reste 2 places. Ah, 2 places, alors il faut se dépêcher. Ouais, hier, la 40e s'est inscrite et on a 42 places.
D'accord, Voilà. donc il faut se dépêcher. Voilà. Alors je rappelle que c'est pour les jeunes filles après le bac. Il Voilà. s'agit d'une année d'intégration, en même temps dans l'esprit de la Torah, bien sûr, mais en même temps avec beaucoup d'accent sur l'apprentissage de l'hébreu, les psychométriques, l'intégration, et puis les balades dans le pays également. Très Voilà, bien. et ben, il suffit de chercher Eli Kling ou Remdata de Rome sur Internet. Très bien, on vous trouve facilement et donc dépêchez-vous si vous voulez vous inscrire. C'est un très bon programme. J'ai entendu en plus que l'année prochaine, vous allez avoir des filles du Chirut de Léoumi, de très bonnes filles du Chirut de Léoumi. Merci beaucoup Eli Kling pour ces éclaircissements sur la Parashat Shavua. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Voilà, on termine cette heure d'actualité depuis Jérusalem, depuis studiokalita.com. Merci de l'avoir suivi, merci de votre attention. Je vous rappelle donc que l'actualité, c'est ces attentats en Espagne, avec un attentat plus sanglant à Barcelone hier après-midi, 13 morts et une centaine de blessés. Pour le moment, il n'y a pas de victimes israéliennes qui sont connues dans ces attentats. Merci de votre attention. Dimanche, ce sera Daniel Haïk que vous retrouverez en direct depuis ce studio Kalita. Je vous souhaite à tous et à toutes un Shabbat Shalom et à très bientôt.